Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser les joyaux que vous avez sous les yeux, entièrement en procédural, qui va s'adapter. Vous pouvez faire des matériaux aléatoires, vous pouvez même dupliquer les objets et automatiquement, vous voyez qu'il va y avoir une sorte d'aléatoire sur la génération de sa topologie. Donc ça va être grâce au modifier Displace qui permet de rajouter du displacement sur les objets à partir d'une texture. Donc là, on va utiliser le Voronoi. Vous allez voir, il y a pas mal de polygones, donc c'est pas ultra optimisé, il faudrait faire après coup une rotopologie, mais ça permet vraiment d'obtenir des résultats très rapides et également un aléatoire sur les matériaux qui permet vraiment à chaque fois de tirer au sort une couleur parmi une plage qu'on va indiquer au logiciel Blender pour avoir ce que vous avez sous les yeux. Ok, donc je suis en Cycles, vu qu'il va y avoir de la réfraction avec du SSS, je vous conseille de suivre le tuto en Cycles parce qu'avec Eevee vous allez avoir des difficultés et le rendu sera beaucoup moins intéressant. Ok, donc je vais garder le cube de base et on va commencer à générer un petit peu ces joyaux de manière dynamique. Donc comment je fais dans un premier temps, il faut que je rajoute pas mal de subdivisions. Donc je vais faire CTRL 2. Bon, c'est pas très important le chiffre sur lequel vous appuyez parce que là, on va rajouter ensuite des subdivisions. Donc je rappelle que le raccourci clavier CTRL plus un chiffre situé en haut de votre clavier, pas le pavé numérique, mais en haut du clavier, ça va rajouter automatiquement un modifier de type Subdivision Surface avec la valeur que vous lui avez indiquée au moment du contrôle. Donc CTRL 1, ça va rajouter une subdiv 1, CTRL 2 à 2, CTRL 3 à 3, etc., etc. Alors attention, un truc qui est un petit peu traître, il ne faut pas se faire avoir. Si je fais CTRL 3, vous voyez que level viewport, je suis à 3, mais le render de lui, il est par défaut à 2. Donc des fois, vous allez avoir des surprises, vous allez avoir quelque chose de très adouci dans votre vue 3D, et quand vous allez faire un rendu, vous allez dire, mais je comprends pas, pourquoi c'est moins qualitatif en rendu qu'en level viewport? Tout simplement parce que par défaut c'est du 2, et quand vous allez faire un rendu, hop là, il va switcher sur cette valeur-là. Donc moi je vais mettre beaucoup de subdivisions, je vais mettre 6. Donc à la fois un level viewport et un rendered. Bon, on va pas faire de rendu pour aujourd'hui, on fera que du temps réel, mais voilà, ça permet d'avoir une sorte de sphère, hein, vu que là on a considérablement adouci notre cube de base. Et ensuite, en dessous, je vais rajouter un displace. En dessous, c'est très important, pourquoi? Parce que je rappelle qu'il y a un ordre dans l'application, entre guillemets, du moins le calcul des modifiers dans Blender. Donc celui d'en haut est toujours exécuté en premier. Et je vais faire du displace sur une forme qui a déjà été subdivisée. Donc très important, d'abord le subdivision surface, ensuite le displacement. Sinon je n'aurai pas assez de topologie pour faire le displace si je le mets par-dessus. Je vais cliquer sur New pour créer une nouvelle texture. Par défaut, vous voyez, ça me fait quelque chose d'un petit peu bizarre parce que la texture, il n'y en a pas. Donc je vais juste ici, dans le petit icône de texture, la petite grille Texture Properties, et je vais dire en Blender que je ne veux pas utiliser Image or Movie. Ça me permettrait d'importer directement soit une image, soit une séquence d'images, soit un film, du moins une vidéo, pardon, pour générer une texture. Moi, c'est pas ça que je veux. Je vais utiliser par défaut un type qui existe, qui est le Voronoi. Et là, ça fait ceci. Donc, plein de choses à modifier. Déjà, clic droit, Sheet Smooth. Ça permet d'adoucir le maillage. Ensuite, je vais rajouter un Subdivision Surface en dessous. Voilà, juste en dessous mon displace. Et là, vous voyez la différence. Ça va vraiment me permettre d'adoucir les bords. Les bords de mon objet qui là sont un petit peu bruts. Là, ils sont beaucoup plus doux. On va changer pas mal de choses. On va pas toucher ici au displace. On pourrait changer l'intensité. Vous voyez, pour obtenir des formes plus ou moins intéressantes. Donc, on pourrait déjà obtenir un joyau, hein, rien qu'avec cette forme-là. Comme vous le souhaitez, moi je vais faire une forme un petit peu plus différente, mais je vous montre un petit peu les paramétrages. Donc le strength, c'est l'intensité dans la force à partir de laquelle on va pousser les polygones. Donc moi je vais rester sur du 1. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on utilise une texture procédurale générée par Blender, de type Voronoi, si je vais dans le Texture Properties, ici j'ai plein de paramétrages. J'ai notamment l'intensity, qui va me permettre de gérer un petit peu comme la force, hein, l'intensité de ma texture. Donc je vais le laisser à 1 pour les tests. Et la taille. Donc ça va être intéressant, parce que je peux générer des textures plus ou moins, on va dire, étalées en termes de scale. Et là, vous voyez que déjà, j'ai quelque chose qui est un petit peu plus intéressant, qui correspond plus à ce que je veux obtenir. Vous allez voir que ça, c'est pas très contraignant, parce que par la suite, on va utiliser un objet de type empty, qui va définir la manière dont ces textures doivent être projetées sur mes objets, et vous allez voir que ça peut permettre de corriger certaines choses. Alors moi, un truc que j'aime pas, c'est ces sortes de cavités là, à l'intérieur des faces. On voit que sur ma texture, ce sont des points noirs à 100%. Alors pour changer ça, soit j'augmente un petit peu cette valeur-là dans le second, dans le feature weight, et vous voyez qu'automatiquement, ces points blancs, ces points noirs, pardon, vont être un petit peu éclaircis, et du coup, ça va pousser les polygones de manière à avoir un creux un petit peu moins prononcé. Donc je vais mettre par exemple du 0,1.
Donc là, c'est un petit peu mieux, mais ils sont toujours présents. Ce ne sera pas gênant parce qu'on va avoir du SSS, mais là, c'est déjà un petit peu mieux. Et si je vais dans le color, je peux également cliquer sur le color ramp pour choisir un petit peu la manière dont cette texture va être interprétée en termes de valeur numérique. Je vais cliquer tout à gauche sur la couleur noire. Je vais cliquer juste là. Et là, pareil, vous voyez qu'en changeant cette valeur-là, je vais pouvoir jouer sur l'intensité des creux à l'intérieur de mon objet. Et là, ça va un petit peu. Voilà, là c'est pas mal. Bon, c'est peut-être un petit peu trop brut par endroit, mais vous allez voir que ça, on va le changer, on va générer de manière aléatoire sur des objets, et ça va être beaucoup mieux. Donc l'avantage c'est quoi? L'avantage c'est que là, j'utilise une texture procédurale, donc si je fais un rescale par exemple comme ceci, si je fais CTRL-A scale, très important, vous voyez, si je fais un rescale, automatiquement, il va garder ma topo qui va étirer, du coup ma texture ne va pas suivre. Donc si je veux un objet qui a cette forme-là, j'ai juste à faire un CTRL-A, scale pour appliquer mon échelle, et du coup je vais bien avoir ma texture qui va être projetée en 1, 1, 1 sur mon objet, et là on est pas mal. Ok, si vous trouvez qu'il y a encore beaucoup trop de creux, vous pouvez jouer sur la valeur du second ici. Vous voyez là, en mettant 0,2, ça pousse un petit peu plus, et également la valeur là, qui par défaut est beaucoup trop sombre, et du coup on va vraiment tirer les polygones vers l'intérieur. Vous pouvez même décaler un petit peu cette poignée là, vous voyez, oula, CTRL Z, et celle-ci pour jouer un petit peu sur l'influence. Alors des fois il y a des petits soucis de refresh. Voilà, vous pouvez jouer sur l'influence à ce niveau-là. Mais sinon, si vous voulez jouer sur l'intensité, vous avez soit l'intensité qui est ici, qui peut être intéressante pour avoir des choses plus ou moins proches de ce que vous voulez obtenir. Donc là, vous voyez, par exemple, problème de refresh, il suffit de recliquer dessus. Clic droit, Shift Smooth. Soit directement dans le modifier. Juste là, je vais pouvoir baisser la force ou au contraire l'augmenter. Voilà, pour voir les choses comme je le souhaite. Ok? Donc là, ça me paraît pas mal. Je vais essayer de réobtenir une forme de base. Là, on va dire qu'on est bien sur mon joyau. Et maintenant, je vais le dupliquer. Vous allez voir qu'il y a un truc qui n'est pas très intéressant. Si je duplique cet objet-là, j'ai exactement le même. Moi, j'aimerais bien pouvoir dupliquer mes objets et faire qu'à chaque fois, j'ai une sorte de tirage aléatoire sur celui-ci. Donc, je pourrais faire des rotations pour donner un côté aléatoire et briser ce côté répétition. Mais qu'en est-il si je veux vraiment quelque chose qui est généré aléatoirement sur chaque objet? C'est possible. C'est possible de rajouter un objet de type empty. Voilà, que je vais mettre ici pour que vous puissiez le voir. Je vais sélectionner mon objet et je vais dire que le modifier displace, les coordonnées de ma texture ne sont pas basées sur le local, ni sur le global, ni sur l'objet, mais sur le V, pardon, mais sur un objet. Et là, je vais pouvoir sélectionner un objet qui va définir la projection de ma texture. Donc maintenant, si je sélectionne mon empty, vous allez voir qu'automatiquement, hop là, on a un petit changement ici. Tout à l'heure, je vous disais, l'échelle de ma texture, c'est pas très important parce que maintenant que j'ai défini cet objet empty en tant que référence pour la projection de ma texture, si je fais un rescale sur cet objet-là, vous voyez qu'automatiquement, ça va faire un rescale de ma texture. Et ça, c'est pas mal. Ça me permet d'obtenir soit des choses très brutes comme ceci en baissant l'échelle, soit au contraire, en augmentant son échelle, avoir des choses un petit peu plus adoucies, comme on a ici. Donc, on va faire un entre-deux. Voilà, par exemple, là, on va dire que c'est très bien. Donc, toujours pareil, hein, on peut remodifier les textures. Là, je pense que j'ai un petit peu abusé sur cette valeur-là. Seconde, je vais mettre 0,05. Comme ceci, et ça va me permettre voilà, d'avoir une texture un petit peu plus grande, qui là est pas mal. Hop là. L'avantage c'est quoi? Là l'avantage c'est que maintenant, vu que c'est basé sur cet objet-là, si je prends cet objet et que je le duplique avec Shift D, mais automatiquement, je vais avoir une nouvelle génération de texture à chaque fois, vu que le référentiel de ma projection est basé sur l'empty. Donc si je fais une rotation de mon empty, tout va bouger, si je fais un rescale, tout va bouger, tout est dynamique et tout est basé par rapport à cet objet-là. Donc, on va dire que la génération de la forme, c'est fait. On pourrait retravailler un petit peu plus de détails, mais en globalité, on a des formes qui sont assez convaincantes, je trouve. Et l'avantage, comme j'ai dit, c'est qu'à chaque fois, hop là, à chaque fois que je vais dupliquer un objet, celui-ci va se réadapter en temps réel. Je peux même faire une rotation, voilà, comme ceci. Je peux le décaler. Et à chaque fois, je vais avoir quelque chose d'aléatoire. En parlant d'aléatoire, maintenant, on va faire les matériaux, avec une couleur aléatoire sur chacune des pierres. Comment je fais? Déjà, je vais passer, comme j'ai dit, en Cycles. Donc, je vais dans Render Properties, je passe en Cycles, je vais passer en GPU. Très important si vous avez une carte graphique. Le moteur de rendu Cycles est beaucoup plus rapide avec un GPU. Je vais mettre du denoise dans la viewport. Tant que j'y suis, je vais mettre dans le World Properties un environnement texture. Je vais ouvrir une texture HDR. Donc, j'ai déjà fait plein de vidéos sur ça. N'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Je vais prendre l'intérieur EXR. Et là, si je passe en rendu, j'ai ceci. Ça calcule comme un petit peu, j'ai bien un éclairage qui est pas mal, mais j'ai pas envie de voir en fond mon image HDR, ça m'intéresse pas. Donc je vais aller dans Render Properties, dans Film et cocher Transparent qui est juste ici. Voilà, là j'ai ceci. Et maintenant je vais pouvoir faire mes matériaux.
Alors, les matériaux de joyaux, comment ça fonctionne? On a deux informations principales. Donc, par défaut, je vais mettre le même matériau sur les trois. En ce qui concerne la base color, vous verrez qu'on fera de l'aléatoire par la suite, mais pour le début, on va dire que je veux une pierre un petit peu rose qui laisse passer de la lumière. Donc la transmission, je vais l'augmenter considérablement. Là, vous voyez que c'est déjà pas mal. On voit bien de la lumière qui passe à travers. Déjà, ça pourrait correspondre à certains d'entre vous qui souhaitent faire des pierres qui vont absorber pas mal la lumière, qui sont assez opaques en fait. Et pour gérer cette opacité, justement, c'est la roughness qui va rentrer en jeu. Donc si j'augmente la roughness, vous voyez que là, quasiment pas de lumière qui passe à travers. Et si je la baisse considérablement, là j'ai vraiment quelque chose, je peux même obtenir carrément quelque chose qui est ultra lisse. Donc moi je vais prendre un entre-deux, je vais faire du 0,18 par exemple. Et là, on est pas mal. Ok? Donc j'ai mon 0,18. Malgré tout, il me faut également du SSS, du Subsurface Scattering. Le Subsurface Scattering, ça permet quoi? Ça permet de calculer des rayons de lumière qui vont rentrer dans votre surface, dans votre volume, qui vont se diviser en plein de rayons et ressortir. Ok? Donc c'est ça. C'est ce qu'on utilise par exemple pour faire de la peau. Quand on a une peau très fine avec de la lumière qui passe derrière, on a un effet de lumière rouge par-dessus. C'est ce qu'on utilise. Voilà, c'est le Subsurface Scattering. On abrège SSS. Donc je vais l'augmenter considérablement. Et normalement, je devrais voir quelque chose si je mets par exemple une couleur bleue en termes de SSS. Mais là, je vois rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai trop de transmission. Une transmission à 100% va entre guillemets annuler le SSS. Donc en baissant la transmission, vous allez voir que petit à petit, donc si je mets une transmission comme ceci, à 0,4, là je vois plus de SSS que de transmission. Donc il faut trouver l'entre-deux, on va dire 0,9, ça peut être pas mal. Je vais baisser un petit peu la roughness, et vous voyez que là, en activant ou désactivant le SSS, j'ai des choses un petit peu différentes. Donc le bleu, je peux le mettre plus ou moins foncé. Voilà, si je mets un bleu très foncé, vous voyez ce que ça donne. Moi j'aime pas mal ce résultat. On peut augmenter un petit peu... Voilà, pour obtenir quelque chose quand même d'un petit peu plus opaque. Donc 0,178 pour être précis si vous voulez la même chose que moi. Et là, je trouve que c'est assez intéressant. Alors le Subsurface Color, on va pas changer sa couleur. Vous pourrez, vous voyez, avoir par exemple du SSS en vert. Mais moi, on va dire que je veux du bleu partout. Je vais juste changer la base color en fonction de mes objets. Alors comment je fais? Je vais rajouter une note de type Object Info. Pas celui-là. Hop là, je me suis trompé. Object Info, voilà. Et j'ai une node random. Random, ça me permet de générer une valeur entre 0 et 1 aléatoire, individuellement sur chaque objet. Donc ça c'est bien beau, mais ça ne va pas m'avancer à grand chose si je le relie sur la base color. Vous voyez, je vais avoir des valeurs différentes, ok, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, pourquoi? Parce que ça, je dois le mixer avec une autre node. L'avantage, c'est que je suis sur la dernière version de Blender, donc la 3.1.0. Donc si je drag and drop ici, vous voyez que j'ai un petit plus. Et si je lâche, automatiquement, là, je peux choisir quelque chose qui s'appelle le color ramp. Alors, pourquoi il ne me l'affiche pas? Color ramp, voilà, tac, parce qu'il n'y avait pas d'espace, tout simplement. Je mets mon random sur le factor, je mets ma color sur la base color, mais juste avant de relier ça, sinon je vais perdre mon information de rose, je vais cliquer sur cette couleur-là, je vais aller sur le hexadécimal, je clique ici, CTRL-C, et comme ça je vais pouvoir le coller juste là. Donc avec plus, je vais créer différentes couleurs, donc ça c'est le nombre de couleurs que vous allez vouloir sur votre objet, je peux le relier sur la base color. Et là, vous voyez, ça va me recoloriser tout ça. Donc, en gros, le random, ça va me tirer une valeur entre 0 et 1. Donc, entre cette partie-là et cette partie-là. Et en fonction de la valeur qui va être tirée, ça va choisir la couleur correspondante. Ok? Donc là, si je mets une couleur qui correspond à mon hexadécimal, hop là, comme ceci en rose. Vous voyez que je peux avoir du rose. Je peux même passer en couleur constante. Comme ça, je vais avoir des valeurs très précises. Ça, c'est vous qui choisissez. Il y a différentes manières de procéder. Je vous en montre une. Mais vous êtes totalement libre. Là, je vais mettre du vert. Et là, je vais mettre, par exemple, du jaune orangé. Hop là, sur celui-ci. Un petit peu plus clair quand même. Voilà, comme ceci. Et on pourrait avoir une autre couleur. Hop là. Donc là, ce sont des sortes de probabilités. Donc si je mets 4 parties vraiment équivalentes en termes de taille, j'ai autant de chances d'avoir des pierres roses que des pierres vertes, que des pierres oranges, que des pierres jaunes. Donc celle-ci, je vais la mettre. Il nous manque quoi comme couleur? On pourrait faire du bleu. Du bleu vert. Ou du rouge. Allez, ouais, mais le rouge, on a déjà du rose qui se rapproche. Allez, on fait du bleu un petit peu turquoise. Ok? Donc là, je suis en constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, je n'ai pas d'interpolation de couleurs. J'ai soit du rose, celui-ci, soit du vert, celui-ci, soit du jaune, celui-ci, orange, soit du bleu, celui-ci. Donc si je prends un objet que je le duplique, à chaque fois, j'ai une chance sur 4 d'avoir une couleur totalement aléatoire. Là, vous voyez, j'ai du bleu.
Là, je vais avoir à nouveau du bleu. Si je reduplique, j'ai quoi cette fois-ci? J'ai du orange, voilà. Mais entre ces deux oranges, il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que là, je suis en constante et du coup, comme je dis, il n'y a pas d'interpolation de couleur au niveau de la color ramp. Mais si je veux de l'aléatoire, je peux repasser par exemple en is. Donc là, ça va faire des sortes d'adoucissement à chaque fois. Et là, vous voyez, je peux avoir une chance par exemple. Alors par défaut, on est en linear ou B-spline, je sais plus. Je sais plus comment on est par défaut. C'est juste des interprétations différentes. Mais ça va permettre, vous voyez, d'avoir des couleurs un petit peu plus diffuses. C'est-à-dire qu'on va indiquer à Blender, en majorité, je veux du vert comme ceci, mais on a quand même des petites variations. Donc ça peut être intéressant si vous faites des grands décors ou autre que vous voulez, plein de variations de couleurs, mais pas des choses uniques. Vous pouvez faire ce type d'interpolation. Donc moi j'aime bien, là pour les exemples, passer directement en constant, comme ça je suis sûr d'avoir les mêmes couleurs, mais si vous voulez des petites variations, vous pouvez changer en is par exemple, et vous allez avoir des sortes de dégradés qui sont générés entre chaque interpolation de couleurs, et ça vous permet d'avoir des couleurs différentes à chaque fois, en étant quand même centré sur des couleurs que vous allez lui indiquer. Ok? Si je repasse en constant, j'ai ceci. Et voilà, donc on a des pierres qui sont générées totalement aléatoirement, donc ça peut vous permettre pour faire... ça peut vous aider pour faire des petits rendus si vous voulez modéliser des bagues ou autre et que vous voulez que chaque joyau soit vraiment indépendant, vous pouvez utiliser ça pour des décors, pour des pierres, pour plein de choses. Donc là c'est un exemple assez pratique, hein. Je veux dire, c'est pas trop théorique dans le sens où on a appliqué plein d'outils que vous pouvez mettre en application dans d'autres situations, notamment le displacement basé sur un empty qui permet vraiment d'avoir de l'aléatoire à chaque fois en fonction de la position de l'objet, vu que le référentiel va être l'objet de type empty, et également très important l'utilisation du random avec du color ramp qui va permettre à chaque objet de tirer au sort une valeur entre 0 et 1 et à choisir la couleur correspondante. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux qui sont dans la description, sur Twitch également, où je suis en live quasiment tous les jours. On fait de la 3D sur Twitch tous les week-ends. La semaine, des fois, on fait du gaming, on parle de plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Le Discord également d'entraide qui est présent dans la description. Vraiment, 80% orienté sur la 3D. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. Ciao!